Voilà. Alors, premier acteur extrêmement important de la réponse immune, les immunoglobulines. Alors, les immunoglobulines, leur histoire commence en 1900. C'était le moment où il y avait l'exposition universelle à Paris. Et ça, c'est une vraie photo de la construction de l'exposition universelle à Paris. Pourquoi ça commence vraiment à ce moment-là? Parce que vous avez ce monsieur qui s'appelle Paul Ehrlich. C'est une photo qu'on voit assez rarement de lui, qui, dans une conférence qui a eu lieu en 1900, a commencé à décrire les anticorps. Vous avez cette photo-là que vous voyez souvent dans les livres d'immunologie. Vous voyez les anticorps ici. Et il y en a une autre photo qu'on voit moins, qui est ici. Il imaginait les anticorps qui ont déjà cette forme de Y, au passage, de cette façon-là. Et le travail qu'il a fait sur les anticorps, ça a valu à Paul Ehrlich le prix Nobel en 1908. Vous allez voir qu'autour des anticorps, il y a eu beaucoup de prix Nobel, ce qui témoigne donc de l'importance des anticorps. Alors, qu'est-ce que sont les immunoglobulines? Première chose importante, et vous le voyez ici, c'est fait pour vous le rappeler, les immunoglobulines, ce sont des glycoprotéines. Ce que l'on oublie souvent, on oublie qu'il y a une partie sucrée. Donc les immunoglobulines sont des glycoprotéines qui ont une activité anticorps, c'est-à-dire qui se lient spécifiquement à une molécule dite antigène qui a provoqué leur synthèse. Donc, ce sont des glycoprotéines qui ont une activité anticorps, c'est-à-dire qui se lient spécifiquement à une molécule dite antigène qui a provoqué leur synthèse. Ce sont des effecteurs de l'immunité humorale adaptative et ils sont extrêmement importants parce que, également, en dehors de leur rôle naturel qu'ils accomplissent tous les jours chez vous, ils sont très utilisés en thérapeutique, mais ils sont également très utilisés en diagnostic. On va voir pourquoi. Alors, mise en évidence de ces anticorps. En fait, leur mise en évidence, elle a été faite en 1939 et l'expérience est la suivante. Vous avez un lapin normal. Vous faites une électrophorèse de ce lapin, c'est-à-dire vous faites migrer les protéines du lapin et vous voyez apparaître essentiellement un pic important qui est le pic de l'albumine, le pic des alpha-globulines, bêta-globulines et ici il n'y a pas vraiment de pic des gamma-globulines. Ce lapin, qu'allez-vous faire? Vous allez lui injecter, c'est vrai que vous ne voyez pas le haut du tableau, vous allez lui injecter en fait un pneumocoque de type 3 tué. C'est important que le pneumocoque de type 3 soit tué parce que sans ça, vous allez tuer votre lapin s'il était vivant. Là, injection de pneumocoque de type 3 tué. Voilà, il est à l'intérieur de la seringue, le pneumocoque de type 3. Et ensuite, une fois que vous avez injecté cet antigène, ce microbe, vous faites une électrophorèse. Et là, en comparant à l'électrophorèse du lapin qui était naïf, vous voyez apparaître dans cette région, qui est la région que l'on appelle des gamma-globulines, vous voyez apparaître un pic qui est important. Bon, vous prenez le sérum du lapin et vous allez immunoprécipiter ce sérum, c'est-à-dire que vous allez introduire l'antigène, vous allez faire une centrifugation, l'antigène va tomber au fond du tube, il est ici maintenant, et ce que vous faites, c'est que vous refaites une électrophorèse du surnageant. C'est-à-dire vous prenez ici, vous allez regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le pic qui était apparu ici a à nouveau disparu.
Ça veut dire que dans le précipité, ici, se trouvent les molécules qui ont reconnu l'antigène, les anticorps qui sont ici, qui ont reconnu l'antigène, qui étaient responsables de la présence de ce pic. Ces molécules, ces anticorps, sont au fond du tube. Dans le surnageant, elles ont disparu, ce qui veut dire que, en fait, les anticorps, les immunoglobulines, sont dans la région des gamma-globulines. En fait, la plupart des anticorps, effectivement, à l'électrophorèse, migrent bien dans la région des gamma-globulines, mais on sait aussi qu'il y en a qui migrent dans la région des bêta-globulines. Alors, lorsque vous avez trop d'anticorps, vous faites ce qu'on appelle une gammapathie monoclonale, c'est un cancer. Par contre, lorsque vous n'avez pas assez d'anticorps, c'est ce qu'on appelle les hypogamma-globulinémies, puisque ces anticorps migrent dans la région des gamma-globulines. Là, dans ces cas-là, vous allez faire des infections. Donc là, on a mis en évidence de façon extrêmement grossière, on est en 1939, il va falloir encore attendre quelques décennies pour savoir exactement la structure de ces anticorps. Mais tout de même, on sait qu'ils sont dans la région des gamma-globulines principalement. Alors, ces anticorps, tiens, c'est bizarre, il y a une chose que je ne comprends pas, voilà. Bien. La mise en évidence de ces anticorps, en fait, celui qui a permis pour la première fois, en fait, d'avoir du matériel d'étude pour ces anticorps, c'est Ben Jones. Ben Jones, il a vécu 60 ans, donc, et c'est le premier, on va le voir tout à l'heure, qui a trouvé un moyen d'avoir, en fait, ce qui va permettre d'étudier les anticorps. Ça, c'est des cristaux. Mais ce que je voulais vous passer, c'était surtout ça. C'était le fait que ces anticorps avaient une dualité fonctionnelle. Les anticorps, vous savez pour l'instant, je vous l'ai déjà dit qu'ils avaient une forme en Y. La dualité fonctionnelle, c'est parce que ces anticorps ont deux fonctions. Une fonction de reconnaissance, et quand je vous ai dit tout à l'heure que ces anticorps allaient être très utilisés pour le diagnostic, ce sont des réactifs extrêmement intéressants que l'on utilise justement pour leur fonction de reconnaissance. Donc, fonction de reconnaissance des anticorps, fonction effectrice, puisqu'une fois qu'ils ont reconnu l'antigène, il va falloir qu'ils soient effecteurs, c'est-à-dire qu'ils éliminent l'antigène. Et au passage à cette dualité fonctionnelle des anticorps, vous avez une dualité structurale. C'est-à-dire, dans le Y, ça va être ici les deux petites branches du Y où va être située la fonction de reconnaissance, alors que, en fait, ça va être ici, dans le I du Y, que se feront les fonctions effectrices. Donc, vous avez une dualité fonctionnelle qui est explicable par la dualité structurale. Bien. Alors, méthode d'étude et structure générale des immunoglobulines. Première chose qu'il faut que vous ayez pour étudier les immunoglobulines, pour l'instant, vous ne savez pas grand-chose des immunoglobulines, vous savez simplement qu'elles sont situées dans la région des gamma-globulines. Mais pour pouvoir étudier ces immunoglobulines, il faut que vous ayez du matériel d'étude et vous l'aurez notamment lorsque soit la souris, soit l'homme fait un cancer des plasmocytes. Lorsque vous faites un cancer de plasmocytes, ce qu'on appelle un myélome. Dans ces cas-là, les plasmocytes se multiplient à l'infini, produisent énormément d'immunoglobulines, donc vous allez pouvoir avoir une source d'immunoglobulines. Lorsque tout à l'heure je vous ai parlé des protéines de Ben Jones, en fait ce qu'avait découvert Ben Jones sans le savoir, c'est que dans l'urine des patients qui ont un myélome,
qui ont un cancer des plasmocytes, on retrouve dans l'urine des protéines tout à fait particulières qui sont ce qu'on appelle justement de son nom les protéines de Ben-Jones. Et ces protéines de Ben-Jones, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Lorsque vous les chauffez, comme toutes les protéines, elles précipitent. Mais la particularité des protéines de Ben-Jones, c'est lorsque vous refroidissez en fait votre solution qui contient des protéines de Ben-Jones, à nouveau, ces protéines se redissolvent. Essayez de redissoudre un œuf dur, vous aurez peut-être un petit peu de mal. Alors que si vous prenez dans des urines d'un patient qui a malheureusement pour lui un myélome, qui fait un cancer des plasmocytes, qui a dans ses urines en fait une partie des immunoglobulines, vous le verrez, c'est simplement les chaînes légères qui sont passées dans l'urine. Et ces protéines de Ben-Jones, ce que ne savait pas Ben-Jones, ce sont en fait des chaînes légères des immunoglobulines. Et elles ont ces particularités, ces chaînes légères, c'est que vous chauffez la protéine, et c'est un test qui est fait dans les laboratoires d'analyse couramment. Hein. C'est un des moyens de diagnostiquer la protéine de Ben-Jones. Un des moyens, c'est de faire ce test. On chauffe, si ça redissout, c'est qu'il y a des protéines de Ben-Jones, c'est que malheureusement le patient a un myélome. En dehors de ça, ce myélome, donc, qui est une prolifération anarchique des plasmocytes, prolifération clonale. Ce myélome, qui est une maladie qui peut atteindre les grands et les petits, ceux qui ont suivi mon cours de M1 ne donnent pas la réponse. C'est Sarah, je ne sais pas si Sarah est là, qui me sert de... Est-ce que Sarah est là? Je suis perdu sans Sarah. En tout cas, donc Sarah ne donnera pas la réponse pour peu qu'elle soit là. Mais quel est le président de la République qui avait un myélome? Georges Pompidou. Donc, pour étudier donc, les immunoglobulines, vous n'allez pas prendre des sujets humains, fort heureusement, vous allez essayer d'avoir un myélome et d'induire ce myélome chez la souris. Alors, chez la souris, vous pouvez induire ce myélome tout simplement en injectant à la souris de l'huile minérale, et la souris peut développer un myélome. J'attends que le monsieur ait terminé sa conversation. C'est marrant, c'est toujours à gauche que ça me casse les pieds. Alors, autre possibilité d'avoir des immunoglobulines en grande quantité, ce n'est pas uniquement d'induire un myélome chez la souris, c'est de fabriquer des anticorps monoclonaux. Alors les anticorps monoclonaux, vous allez en entendre parler 10 fois, mais c'est extrêmement important. Comment ça se fait un anticorps monoclonal? Vous avez ici une souris. Vous injectez un antigène à la souris. La souris va avoir une réponse immune, des lymphocytes vont se développer chez cette souris. Ces lymphocytes répondent à l'antigène, bien entendu, reconnaissent l'antigène, mais si vous arrêtiez là, la quantité d'anticorps qui va être produite par cette souris, elle est infinitésimale. Ce que vous allez faire, c'est la chose suivante, c'est que vous allez fusionner les lymphocytes de la souris avec une lignée cancéreuse de souris, avec un myélome de la souris. Donc vous avez ici des cellules bleues, lymphocytes qui répondent à l'antigène, ici des cellules rouges qui sont des cellules cancéreuses de la souris, un myélome, et vous faites un hybride lymphocyte-myélome, ce que l'on appelle un hybridome. Bleu et rouge, ça donne mauve. Donc ici, vous avez un hybridome, et il faut reconnaître que c'est un Français qui a trouvé le principe de la fusion cellulaire. C'est Georges Barsky. Donc, ce n'était pas évident de penser que vous pouviez fusionner des cellules comme ça et que ça allait marcher. Ça marche. Donc, vous avez ici un hybridome, un hybride lymphocyte-myélome, et cet hybridome a les propriétés des deux cellules mères. Du myélome, il a la propriété de se multiplier indéfiniment.
et du lymphocyte, il a la propriété de produire toujours le même anticorps dirigé contre le même antigène. Donc là, vous avez créé artificiellement une source considérable d'anticorps. Au départ, un hybridome, et le laboratoire d'immunologie ici, celui que j'ai à l'hôpital, sont spécialisés dans la production de ces hybridomes. Ça tient un hybridome dans une petite ampoule qui est grande comme ça. Et à partir de cette petite ampoule, vous pouvez bâtir une usine entière, et ça se fait, avec des cuves qui sont énormes, qui vont toujours produire le même anticorps. Puisque maintenant, on en a besoin. Au départ, c'était de milligrammes, puis ensuite de grammes, et pratiquement maintenant, c'est des kilos d'anticorps. Bien. Pour avoir trouvé en 1975 cette technique des hybridomes, c'était Koller et Milstein. Voilà des cellules qui sont en train des hybridomes, des vrais hybridomes, qui sont en train de faire. Milstein, vous le savez déjà, a eu le prix Nobel en 1984 avec Georges Koller. Donc, prix Nobel pour les hybridomes. Bien. Vous avez résolu un premier problème. Maintenant, vous avez une source indéfinie d'anticorps. Si vous êtes un petit peu dubitatif, vous pouvez dire oui, mais là, la source d'anticorps que vous me proposez, ce sont en fait des protéines qui sont issues de cellules cancéreuses. Est-ce que c'est vraiment la même chose, ces anticorps produits par les cellules cancéreuses, que les anticorps produits par les cellules normales? Globalement, oui. Donc, on va se servir de ces sources d'anticorps que l'on a donc chez la souris pour étudier donc les immunoglobulines. Les premières méthodes que l'on a pour étudier les immunoglobulines, ce sont des méthodes biophysiques, notamment l'ultracentrifugation. L'ultracentrifugation, ça vous donne des constantes de sédimentation. Et un anticorps, ça a une constante de sédimentation, tout du moins les anticorps de sous-classe IgG, c'est une constante de sédimentation de 7S. Et une constante de sédimentation de 7S, ça vous donne tout de même une information. Ça veut dire que la masse moléculaire d'un anticorps, c'est environ 150 000. Ensuite, vous allez faire, mais ça vous connaissez déjà, vous allez faire une électrophorèse du sérum pour retrouver que l'anticorps est effectivement dans la région des gamma-globulines. Vous pouvez précipiter, on est toujours dans des techniques biophysiques, vous pouvez précipiter ces anticorps par exemple par des sels neutres. Ça se précipite avec le sulfate d'ammonium. Ça, c'est une technique qu'on utilise couramment dans les laboratoires. Vous pouvez préparer ces anticorps en les faisant passer sur des colonnes échangeuses d'ions de DEAE cellulose. Bien, mais tout ça, ça vous donne des informations qui sont extrêmement brutes. Il faut tout de même rentrer maintenant dans les détails et vous allez regarder avec des méthodes qui combinent la biophysique et des méthodes de fractionnement enzymatique. Un petit peu plus en détail, les anticorps, vous allez les fragmenter. Les premiers qui ont fait ces fragments, ou le premier, c'était dans les années 50, c'était Rodney Porter, qui a fait des expériences, on va le voir tout de suite, le voilà Rodney Porter, et pourquoi je vous le montre, c'est parce que lui, il a eu le prix Nobel en 1972. Je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de prix Nobel autour des anticorps, vous verrez qu'il ne l'a pas eu tout seul. Donc, prix Nobel en 1972. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a utilisé en fait un enzyme qui était la papaïne. Il a digéré en fait des anticorps qui étaient des anticorps de lapin avec la papaïne. Il a fait passer ça sur une colonne échangeuse d'ions de carboxyméthylcellulose. Il a ensuite élué sa colonne avec des concentrations croissantes de sel. Il a regardé ce qui sortait de la colonne en regardant tout simplement l'absorption à 280 nanomètres. La 280 nanomètres, c'est ce qui vous repère les acides aminés tryptophane et tyrosine. Et en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ça. Il a vu en fait 3 pics.
deux pics étaient importants, le pic 1 et 2, et un troisième pic, mais il s'est aperçu que la masse moléculaire des protéines qui sont à l'intérieur de ces pics ont des masses moléculaires de 50 000, ce qui fait des constantes de sédimentation de 3,5 S. Donc 3 pics avec à chaque fois 50 000 de masse moléculaire. Et il a vu la chose suivante. Dans les deux premiers pics, celui-ci, pic 1, pic 2, il s'est aperçu que ce qui était dans les deux premiers pics, c'était capable, en fait, de se lier avec l'antigène. Donc, ça liait l'antigène. Il s'est aperçu de ça parce qu'il arrivait à inhiber, en fait, la liaison de l'antigène avec l'anticorps entier avec ses fragments. C'est-à-dire, les fragments inhibaient l'anticorps entier. Mais, lorsqu'il regardait si ces fragments étaient capables de précipiter l'antigène, c'est-à-dire s'il y avait un précipitat, un culot qui se faisait au fond du tube, rien. Donc, la leçon, ça veut dire que ces fragments FAB sont capables de lier l'antigène. Donc, ils s'appellent FAB antigène binding. Le petit a, le petit b, c'est pour antigène binding. Donc, il lie l'antigène. Je vais vraiment être désagréable avec celui qui est là. Il n'a jamais vu être désagréable. Vous me cassez vraiment les pieds. Ça va être enregistré. On saura que c'est vous qui me cassez les pieds. Alors, la prochaine fois, moi, c'est pas compliqué. Je ne veux plus vous voir. C'est-à-dire, si c'est pour qu'à chaque fois vous me cassiez les pieds, c'est difficile de faire le cours, d'être concentré. Vous me déconcentrez. La dernière fois, je vais cesser l'enregistrement du cours. Celui-ci aussi, pareil, il n'y aura pas d'enregistrement. Et vous le remercierez. Alors, ce n'est pas la peine de crypter ce cours-là. Alors, ensuite, autre fragment, c'est des fragments qui s'appellent FC. C'est des fragments qu'on avait ici. Les fragments FC, pourquoi on les appelle FC? C'est parce que ça veut dire cristallisable. Cristallisable, si quelque chose, si une protéine est cristallisable, ça veut dire qu'elle est remarquablement homogène. Donc ces fragments FC, ce sont des fragments cristallisables, fragments homogènes. Alors si on regarde ce qui s'est passé, lorsque vous avez fait agir la papaïne, est-ce qu'on voit le petit signal hot là? Oui, ça va. Lorsque on fait agir la papaïne, en fait, vous arrivez à fabriquer ces fragments FAB, et ces fragments FC, qui sont des fragments cristallisables, tout ça avec des masses moléculaires de 50 000. Et au passage, vous auriez tendance à vous dire, tiens, il y a deux pics ici dans lesquels j'ai des fragments FAB. Ben vous dites, j'ai peut-être le bras droit dans le pic 1, le bras gauche dans le pic 2. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a deux pics parce qu'il y a une diversité des immunoglobulines. Et les immunoglobulines qui n'ont pas la même charge électriques vont se mettre en fait dans deux pics différents. Mais ce n'est pas le bras droit ici, le bras gauche là. Alors, le point important, c'est que la connaissance de ces fragments, qui peut peut-être être un petit peu ennuyeux pour vous, en fait, c'est à la base d'innovation dont je vous ai déjà parlé, et un des traitements de la dégénérescence maculaire, ça se fait en vous injectant dans l'œil, en fait, des fragments FAB, en fait, d'immunoglobulines. Donc, ce médicament, Lucentis, c'est un fragment d'un anticorps monoclonal et c'est bien un fragment FAB. Oh. Oui, théoriquement, j'ai terminé là. Donc, la prochaine fois, on parlera des fragments FC.